Bonjour Alioune. Bonjour Bess. Avec nous aussi Maître Abdoulaye Tine, avocat, docteur en droit et professeur de droit pénal international à l'Institut des droits de l'homme et de la paix de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Maître, bonjour. Bonjour Bess et merci pour l'invitation. Nous restons avec vous, Maître Abdoulaye Tine. Le Sénégal a franchi le millier de cas depuis le début de la pandémie, le 2 mars au Sénégal, bien sûr. Globalement, comment jugez-vous la gestion par le gouvernement de la crise? Écoutez, vous l'avez dit, nous avons franchi le seuil psychologique du millième cas depuis plus de 24 heures. Cela traduit une progression de la pandémie, malheureusement, au sein de la population sénégalaise. Pour répondre à votre question, quelle appréciation faire de la gestion, globalement, on peut dire que c'est une gestion qui est à 60% satisfaisante, dans la mesure où déjà c'est très difficile de gérer une menace diffuse, insaisissable, parce que en réalité, on doit combattre quelque chose dont on n'a pas les contours. Ils ont dit effectivement que nous étions en situation de guerre. Moi, personnellement, je pense plutôt qu'il faut bannir un peu le vocable martial et revenir au sens exact des mots. Nous avons un problème sanitaire, vous l'avez dit, donc c'est une calamité en droit sanitaire que l'État doit gérer dans un contexte de rareté des moyens. Je pense que le capital humain sénégalais, les médecins, ils ont montré à la face du monde qu'ils sont capables de rivaliser avec les meilleurs. Là où le gouvernement, pour terminer ma réponse à votre question, votre première question, là où le gouvernement a péché, c'est dans la logique de la riposte. En réalité, moi, mon intime conviction, c'est qu'il fallait d'abord donner de l'équipement médical, pharmaceutique, des masques à la population avant de passer à l'autre étape qui est la distribution du riz et de l'huile et d'autres. Parce que nous l'avons vu, en inversant les logiques déjà, nous avons eu plus de 1000 cas alors que le matériel n'est pas encore disponible. Il a fallu quand même une sortie du professeur Seydi pour remettre les choses en place. Alioune Tine, nos structures de santé sont au bord de la saturation et certains prédisent même le pire avec cette multiplication des cas. Est-ce que cette situation-là n'interpelle pas notre politique de santé publique? Mais absolument. Je pense que je vais saluer quand même mon frère Abdoulaye, avec qui nous avons partagé beaucoup de combats, et te remercier de l'invitation et saluer effectivement l'ensemble de tes auditeurs. Écoutez, c'est un mur, le Covid. C'est un mur sur lequel butent à la fois les scientifiques, le gouvernement, les stratégies de toute nature. Donc, comme il l'a dit, c'est extrêmement compliqué parce que autant les Américains ont pu combattre maintenant en se disant on veut 0 mort, autant ils ont été complètement neutralisés par Covid-19, qui a pratiquement aujourd'hui aussi, si vous voulez, montré les défaillances du système sanitaire américain, italien, français, partout. Donc, nous, avec les défaillances qu'on a, parce qu'il faut quand même reconnaître nos défaillances. Nos défaillances, d'ailleurs, ce sont les élites elles-mêmes qui les montrent parce qu'elles ne se soignent pas ici. En se soignant ailleurs, elles montrent les défaillances et les limites du système sanitaire. Il faut aujourd'hui qu'ils mettent des systèmes sanitaires qui ont leur propre confiance à eux, les gouvernants. Comme ils doivent avoir aussi des systèmes d'éducation dont ils ont confiance. Pour ne pas dire, écoutez, la formation que moi je donne ici, dans ce pays, c'est pas bon. J'amène mes enfants aux États-Unis, en France ou ailleurs, ou dans des institutions qui ne sont plus des institutions publiques, privées. Tout cela, ça montre quand même des défaillances dans le secteur de santé, dans le secteur de... Récemment, vous l'avez vu, il a fallu que Seydi parte, revienne pour dire, tiens, j'ai été à Ziguinchor. Voilà, il y a des problèmes de réanimation et de respirateurs. Immédiatement, le ministère a répondu. Heureusement que Diouf Sarr a corrigé. 48 heures, il va sur place. Et c'était ça qu'on demandait. C'est ça qu'on demande. Les gens sont là pour montrer les défaillances, critiquer, non pas pour détruire, mais pour dire attention, alerter, voilà les problèmes que nous avons et les régler. Mais tu soulèves un problème important. Parce qu'effectivement, il faut dire quand même que nous avons des pouvoirs limités. Nous avons vu des pays européens qui ont été très modestes, qui ont dit, écoutez,
l'Europe, aidez-nous parce que en ce moment, nous sommes complètement débordés, nos systèmes sont défaillants. Ce ne sont pas les Européens qui sont venus, c'est la Chine, c'est Cuba. Accepter en Europe que Cuba vienne quand même t'aider sur le plan... Exactement, comme le paria. Mais en même temps aussi, il nous faut aussi nous interroger sur le système cubain. Voilà un système où l'éducation marche parmi les meilleurs systèmes au monde, et où la santé marche parmi les meilleurs systèmes au monde. Comment créer un équilibre pour avoir à la fois et Cuba et les autres pays? Il me semble qu'aujourd'hui, c'est vers cette réflexion que nous devons aller. Ça veut dire remettre l'être humain au centre du système. Ça, c'est extrêmement important. Maintenant, si nous sentons que ça va venir, il ne faut pas attendre qu'on soit totalement défaillant pour dire « Ah, la Chine venait nous aider ». On n'a qu'à être modeste. La Chine a un savoir et un savoir-faire qu'aucun pays au monde n'a aujourd'hui. Je pense que c'est extrêmement important. Et leur demander de venir nous soutenir. C'est ce que les Burkinabés ont fait. Et au Burkina, la pente commence à descendre. Donc, je pense, parce que nous, nos systèmes ne sont pas très forts. Nous avons de très bons médecins. L'État fait ce qu'il peut. J'ai vu que ces temps-ci, effectivement, avec la fermeture des marchés samedi et dimanche, le préfet de Dakar, parce que quand même, quand les gens agissent bien, il faut dire que c'est bien. Je pense que les mesures prises par le préfet de Dakar sont de bonnes mesures. Vraiment pour effet à partir de demain lundi, Inch'Allah. Le grand problème pour le monde entier, c'est ceci. Comment vivre avec? Parce qu'en fait, comment dirais-je, nous bougeons avec, le virus. Maintenant, comment bloquer le virus? Mais en même temps, nous, qu'on vive. C'est ça la Je pense que c'est ça la problématique. Et il y en a qui le trouvent. Parce que j'ai vu aujourd'hui, avec beaucoup de critiques, aujourd'hui, l'Institut Pasteur fait 10 fois plus de tests qu'avant. Avec le test et en ayant une bonne cartographie de la circulation du virus, on peut dire, tiens, mais comment on va ruser avec lui, avec le virus, et essayer de le contourner. Et il me semble que ces voies de contournement-là, avec vraiment toutes les mesures, barrières, vraiment, on peut y arriver comme en Corée du Sud. En Corée, oui. En Corée du Sud, ils n'ont pas confiné. Je pense à Shanghai, ils n'ont pas confiné. Au Vietnam, qui est à côté de la Chine, ils ont de bons résultats. Je pense qu'il faut s'inspirer des bonnes pratiques ailleurs, quoi. Maître Tine, vous semblez tantôt pointer une inversion des priorités par le gouvernement. Vous avez donc l'impression que la démarche des autorités ne s'organise pas autour d'une gestion qui tienne compte des éventuels impacts dans la société. Tout à fait. Vous savez, déjà, je disais tout à l'heure qu'ils se sont mis dans une logique de guerre. Soyons cohérents. En matière de guerre, il y a un organe central, c'est l'état-major. Il faut qu'il y ait des stratèges qui déterminent. Et cet organe... oui, mais en l'occurrence ici, c'est le président de la République. C'est ce que je vous ai dit, le président de la République. Mais le président de la République n'est pas expert en toutes choses. Alors que le Covid-19 impacte tous les domaines de la société. Donc il faut un organe transdisciplinaire, c'est très important, transdisciplinaire. Le ministre l'a ébauché, et je pense qu'il commence à prendre conscience que la gestion de la crise sanitaire ne saurait être qu'une affaire de médecins, pas plus qu'une affaire de l'unique majorité. Et qu'aujourd'hui, Union nationale ne veut pas dire absence de critique d'une certaine manière. D'ailleurs, il faut que les intellectuels qui, depuis quelque temps, ont déserté un peu l'espace public, reviennent. Il ne faut pas qu'ils restent confinés, parce qu'on ne fait pas la guerre en restant confiné, c'est choix. Pas plus qu'on ne fait pas la guerre non plus en restant confiné dans son salon. Donc, le président de la République doit descendre sur le terrain comme un vrai chef de guerre. Et en matière de guerre, il y a seulement... Non, pour l'instant, à ma meilleure connaissance, le déplacement le plus loin que j'ai vu, c'est au port de Dakar, faisant le revue du riz qui allait partir, mais depuis lors, alors que c'est un vrai combat à mener. Et en plus, il ne parle que de stratégie. Mais en matière militaire, il y a deux volets. Il y a la stratégie, mais il y a la tactique. La stratégie, c'est la pensée. L'organisation par la pensée, c'est ce qu'on essaie de faire avec le Conseil national. Mais la tactique, c'est sur le terrain. Comment riposter, comment cibler les choses, et pour répondre à votre question, comment déterminer les priorités. Qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui n'est pas prioritaire? Parce que si tout est prioritaire, rien n'est prioritaire d'une certaine manière. Il faut une hiérarchie des choses. Et moi, je ne peux pas comprendre, dans le cadre d'un plan de riposte, qu'on dégage 1000 milliards et qu'il n'y ait que 6 milliards qui soient effectivement affectés au domaine de la santé. Je ne peux pas comprendre qu'après avoir franchi le seuil fatidique de 1000 morts, le seuil psychologique,
qu'on est à l'hôpital de Dantec, avant-hier, des médecins qui, pour la journée, on leur donnait 2 masques. Je ne peux pas comprendre à l'hôpital Abass Ndao qu'il y ait des personnels qui ont des problèmes de masques. Il a fallu que l'association des sages-femmes passe des commandes de 3000 masques pour les venir en secours. Je ne peux pas non plus comprendre qu'on puisse laisser le personnel de santé au roi Baudouin ici sans les précautions urgentes et indispensables qu'on devait mettre en place jusqu'à ce qu'on commence à avoir des cas de contamination, comme je ne peux pas non plus comprendre comment un gendarme en service au niveau du palais, parce que si c'est une guerre, le virus est entré au palais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'édifice est menacé. Donc il faut se saisir, il faut réouvrir le débat, c'est important. Je ne peux pas comprendre le président qu'il ait consulté l'opposition, la société civile, et au moment de prendre les orientations stratégiques, qu'il ne les associe pas dans le cadre de la conduite des opérations d'une certaine manière. Parce que, faut s'avouer une chose, le président de la République travaille avec le comité national. C'est des experts. Mais il faut dire les experts, ils donnent des indications selon l'état du savoir médical et sanitaire. Et la dernière décision, l'arbitrage, appartient au président. Il ne doit pas prendre seul les décisions, vu le contexte et vu, en tout cas, la posture qu'il avait manifestée en voulant associer tout le monde. Et depuis lors, je n'ai pas vu de suite à ces consultations. Donc il y a un vrai problème. Soit effectivement, il endosse la responsabilité de gérer seul la crise et il ne fallait pas consulter et il ne faut pas associer les autres. Ou sinon, effectivement, il faut qu'il y ait une consultation permanente et de nouvelles technologies permettent aujourd'hui d'avoir des comités élargis et des consultations virtuelles pour pouvoir continuer à gérer adéquatement la menace et échanger avec tout le monde. Et il faut, pour terminer, effectivement, un contrôle du Parlement. C'est important. On a pris des mesures pour restreindre les libertés. La restriction des libertés est prévue. Effectivement, en période d'exception, je parle sous le contrôle de mon ami et frère à qui je rends un vibrant hommage pour avoir partagé avec lui beaucoup de combats au niveau du pays, mais à l'international et surtout sur le plan panafricain. Les périodes d'exception, c'est prévu par les pactes des Nations Unies, les pactes des droits civils et politiques. On restreint les libertés, mais la légalité, effectivement, est assujettie à leur nécessité et leur proportionnalité. Ce qui veut dire que déjà, il y a quelque chose que l'État du Sénégal doit corriger déjà présent. C'est pour tous les États. Lorsque vous décrétez une situation d'exception, le droit international met à votre charge une obligation d'en aviser sans délai le secrétaire général de l'ONU. Pour les organes de surveillance, le Sénégal, à ma meilleure connaissance, ne l'a pas encore fait. Et c'est cette manifestation qui permet aux organes de continuer à veiller sur les libertés pour voir est-ce que ces restrictions sont assujetties, ne sont pas disproportionnées. Mais l'ONU, on ne l'a pas trop entendu dans cette crise. Effectivement, bon, on peut dire qu'on n'a pas su sentir quand même une vraie présence de l'ONU. Ouais. Mais les agences, en tout cas, que ce soit l'OMS, que ce soit les autres, de la prophétie ou la prédiction de son secrétaire général pour l'Afrique. Mais ça traduit quelque chose aujourd'hui, c'est qu'il y a un vrai problème au niveau de l'Organisation des Nations Unies. Moi, j'ai fait ma thèse de doctorat sur les Nations Unies, la politique juridique de l'ONU, la gestion normative des crises. J'ai travaillé sur les problématiques de terrorisme. Lorsqu'il a fallu gérer la question du terrorisme international, quand il y a eu les attentats du 11 septembre, le même soir, le Conseil de sécurité s'est réuni pour imposer une obligation de coopérer à tous les États, mais aussi une obligation d'assistance. C'est-à-dire les États qui ont les moyens devaient aider les autres parce que c'était leur agenda. Aujourd'hui, on nous a prédit le pire. Mais que fait le Conseil de sécurité? Il n'y a pas encore une obligation pour ces pays du Nord qui ne sont pas impactés, parce que ce n'est pas tout le monde qui est impacté, qu'ils aident tout de suite l'Afrique, comme disait mon frère Alun, qui nous amène tout de suite le matériel. Il ne faut pas attendre qu'on ait une crise débordante et incontrôlée pour courir et amener des hélicoptères
si tant est que les mots puissent avoir un sens et une signification. Aujourd'hui, la population africaine, si c'est eux qui le disent, qui alarment, qui disent qu'on a plus de chances d'être décimés par le Covid-19 que par une menace terroriste, je me demande et je me pose encore la question, que fait l'ONU? Alioune Tine, vous êtes un défenseur acharné des droits de l'homme. Est-ce que les droits de l'homme ont été au centre des réponses à l'épidémie? Autrement dit, est-ce que toutes les restrictions prises sont motivées par des objectifs légitimes de santé publique? Merci, c'est une très bonne question. Je veux dire qu'aujourd'hui, ce qui est bizarre, c'est que à la fois les Nations Unies, les institutions financières internationales, le FMI, tout ce qu'ils n'ont pas pu faire, ils le font. C'est sur les droits économiques, sociaux et culturels. Le droit à la santé n'a jamais été une priorité. Le droit à l'alimentation n'a jamais été une priorité pour eux. Donc, il faut aujourd'hui que les droits économiques, sociaux et culturels puissent être considérés comme des droits fondamentaux avec une égale dignité que les droits civils et politiques. Je pense que c'est extrêmement important. Parce qu'en fait, aujourd'hui, avec Covid, c'est très clair, on voit les choses. Mais, avec Covid-19, les choses apparaissent très clairement. Mais les effets négatifs des droits économiques, sociaux et culturels, on le voit au Sahel. En réalité, les chômages, là, les gens qui vont en Europe, qui meurent tous les jours, mais c'est parce qu'effectivement, le droit au travail n'a pas été respecté. Les gens qui s'engagent à Boko Haram, c'est les plus pauvres dans les régions les plus pauvres, où même le droit à l'éducation n'a pas été affecté. Mais maintenant, venons-en aux droits civils et politiques, la liberté d'expression, la liberté de penser, etc. Bon, là aussi, écoutez, il ne faut pas confiner la liberté d'expression. Il faut... Aujourd'hui, d'ailleurs, ce qui nous sauve au Sénégal, parce qu'au Sénégal, nous sommes allés trop loin dans les mesures d'exception. Avec cette loi qui autorise, qui carrément, pratiquement confine l'Assemblée nationale. Je pense que l'Assemblée nationale devait être beaucoup plus utile aujourd'hui dans ce cadre que jamais. Et qu'effectivement, que les ministres soient convoqués, s'expliquent. Maintenant, qui régule? Qu'est-ce qui régule démocratiquement? Si les institutions démocratiques sont toutes confinées, c'est effectivement l'opinion. Et l'opinion, quand toutes les opinions s'expriment, les gens ne savent plus où donner de la tête. Ou pour un petit truc, les gens ils commencent à s'affoler. Et à être réactifs, ça veut dire à réagir par rapport à ce qui se passe. Il me semble. Et l'autre, il l'a dit bien, Abdoulaye. Et je suis totalement d'accord avec Abdoulaye. Il faut faire en sorte que, effectivement, l'état de droit, c'est extrêmement important en période d'exception. Parce que dès le début, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu effectivement des pratiques qui ressemblaient à vraiment de la torture. Et puis effectivement, comment on appelle ça encore, des actes cruels et inhumains. Dégradants. Et dégradants. Il a fallu même que la police elle-même, c'est une bonne chose que le ministère de l'Intérieur sorte pour dire, écoutez, arrêtez ça. C'est une très bonne chose. Maintenant, à quoi on assiste aussi si on ne fait pas attention? C'est-à-dire que si vous confinez la démocratie, et là, il ne s'agit pas seulement du pouvoir, hein, il s'agit de l'opposition. Comment peut-on être aujourd'hui dans une situation aussi sérieuse, aussi grave, aussi bien sur le plan politique, économique, social que sanitaire, et qu'il n'y ait plus d'expression et d'opinion de l'opposition? C'est aujourd'hui qu'on devrait les entendre. Voilà aussi les effets totalement négatifs de ce qu'on peut appeler une démocratie électorale exclusivement fondée sur le suffrage universel. Aujourd'hui, c'est la contre-démocratie qui constitue une véritable dynamique qui marche. C'est les réseaux sociaux, eh oui, qui régulent, qui appellent à l'ordre. Alors, ça veut dire que c'est un vide. Je vais aller plus loin. Quand j'ai vu effectivement que les syndicalistes ont dit, écoutez, nous n'avons pas de cahier de revendication, j'ai dit, mais attendez, on est où? Mais c'est un véritable refoulement. C'est-à-dire que toutes les colères qui vont être des colères rentrées, refoulées, les non-dits, quand ça va exploser, tu sais, la marmite, il faut l'ouvrir un tout petit peu. Parce que pour que ça fasse pousse. Sinon, ça explose. Donc,
c'est un moment où on doit libérer la parole, libérer l'inventivité. On comprend le gouvernement. Tous les gouvernements sont fatigués, se cherchent par rapport à ce virus. Mais également, c'est pendant ces moments de difficulté où les gens s'expriment, où l'innovation aussi après. On n'a jamais été aussi innovateur dans ce pays, je veux dire, aussi réfléchi qu'en face de ces difficultés. Ça veut dire que nous avons des capacités de résilience. Et ces capacités de résilience-là, il faut les mettre en œuvre, en laissant les gens s'exprimer, en laissant comment dirais-je, les institutions fonctionner correctement. Parce qu'en réalité, si ça ne fonctionne pas, on va dormir, le lendemain, on va se réveiller avec une récession monumentale. Si on n'est pas préparé à cela, il faut qu'on soit préparé à ça. Et effectivement, par rapport à la gravité aussi, il faut que les gens donnent des solutions. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il n'y a pas que le gouvernement qui est là. Ce n'est pas la peine de convoquer les gens, comme il l'a dit. Au palais, tout le monde vient, on fait salam alek, on est d'accord, très bien, on sourit, on soutient, et puis après on va dormir. Ou on joue comment on s'appelle, le lido. Non, ce n'est pas le moment de jouer. C'est le moment de continuer la réflexion. Comme tu dis, il y a l'alimentation. Mais en fait, la crise, elle est d'abord sanitaire. Les défaillances qu'on a en matière sanitaire, ça doit être la priorité des priorités. On a dit on a 64 milliards. Maintenant, depuis lors, j'ai vu quand même les gens du Forum civil dire qu'il faut quand même décliner le plan d'investissement pour la santé publique. Mais jusqu'ici, on commence par le riz. Je pense que le riz a créé tout de suite tout un scandale. Ouais, donc, avec l'attribution il y a de bonnes résolutions qui sont prises, il y a de bons discours qui sont faits, mais au niveau de l'opérationnalisation, nous avons toujours des problèmes. Et nous avons toujours des problèmes parce que ce sont les mêmes acteurs avec les mêmes erreurs du passé qui sont reproduits aujourd'hui. Ce qui fait qu'au moment où on dit, tiens, il faut créer un nouvel ordre mondial, mais le nouvel ordre national, il ne commence pas à être en branle. Et il nous faut un nouvel ordre vraiment national en essayant de libérer vraiment les initiatives, de libérer la parole, de libérer l'expression. Et puis tout le monde est conscient que, franchement, on doit être unis. Il faut être unis autant que possible, vraiment pour combattre cette histoire-là. Maître Tine, en Conseil des ministres cette semaine, le président de la République, face à l'inobservance des mesures dans les transports, les lieux de commerce et autres espaces publics, demande à corser les sanctions. Mais comment résoudre cette équation du choix entre le risque de choper la maladie et l'obligation pour un père de famille de nourrir sa famille? Écoutez, c'est une excellente question. Je pense que le projet d'ordonnance, je ne sais pas s'il a été adopté définitivement ou en tout cas publié, pose problème. Je parle sous le contrôle de mon ami Alun. On ne peut pas dire qu'on va libérer pour désengorger les prisons. Libérer les prisonniers, y compris Hissène Habré, parce que tout simplement, il y a un risque de propagation. Et dans le même schéma, c'est-à-dire le même laps de temps, on prend une ordonnance législative qui dit que le juge n'a plus le droit, c'est ce qu'ils disent, il n'y a pas possibilité de prononcer le sursis. Ce qui n'est pas d'ailleurs conforme au principe du droit pénal, mais encore pour obliger le juge à amener les gens en prison en cas d'infraction. Il y a un vrai problème, parce qu'il y a des logiques contradictoires, voire même psychédéliques. On désengorge, mais on dit que tous les contrevenants n'auront pas la possibilité d'avoir des circonstances atténuantes, c'est ce que dit le directeur de cabinet du ministre et du président, et en plus mon confrère, et en plus de cela, il dit qu'ils ne pourront pas prononcer de sursis. C'est tout le problème que nous, les avocats, on a eu avec Sarkozy, parce que ça remet en cause l'esprit. Le principe en matière pénale, c'est la personnalité de la peine. La peine doit être adaptée. Les circonstances atténuantes, c'est le droit pénal général qui le prévoit. Donc, un père de famille peut être en état de nécessité absolue. C'est-à-dire, c'est soit la mort ou la souffrance familiale ou aller chercher. Donc, pour chaque cas, il va falloir que le tribunal cherche. Parce que dans ce cas, c'est des distributeurs de peine, comme on disait en France. C'est automatique. On n'a pas besoin de vous présenter à un juge. Parce que le juge,
il ne rend pas seulement justice, il vous juge par rapport à votre comportement et la norme sociale d'une certaine manière. Donc, je pense que cette ordonnance, il va falloir la rétracter ou la corriger. Et j'ose espérer que le syndicat des magistrats prendra position par rapport à cela, parce qu'on ne peut pas dire qu'on est en matière pénale et on va effacer le pouvoir d'appréciation qui est donné aux magistrats. Maintenant, par rapport à ces mesures, donc, on l'a dit, la légalité des mesures est assujettie à leur nécessité et leur proportionnalité. Ce qui implique l'idée de modération. On n'a pas besoin de cruauté inutile, d'une certaine manière. Moi, je pense déjà, ce qui a faussé le débat, c'est de vouloir trop suivre la France. Macron, ses conseillers lui ont écrit un discours pour dire qu'on est en guerre. Ce mimétisme des États africains. On est en guerre. Et tous les États francophones, dans les discours des présidents, disent qu'on est en guerre. Non, on n'est pas en guerre. On est en situation de calamité sanitaire. Il y a une différence. La guerre, c'est un affrontement armé. On cherche à détruire l'autre. Dans ces cas, dans la calamité, on a besoin, comme il l'a dit, d'innovation, de génie, libérer l'intelligence. Et c'est pour ça aussi, je suis tout à fait d'accord avec Alun, il faut que l'opposition politique se déconfine intellectuellement et qu'ils reprennent en charge leur mission d'une certaine manière. La gestion de la crise, encore une fois, ne saurait être l'affaire exclusive du gouvernement. Si on s'estime investi de responsabilité vis-à-vis du peuple sénégalais, nous devons jouer les sentinelles. D'autant plus que le Parlement a quasiment abdiqué d'une certaine manière. Et plus que jamais, je pense que les médecins, le point qu'ils ont présenté aujourd'hui, un excellent point de la situation, ils devaient faire la même chose au niveau du Parlement. Même si c'est par voie, donc, comment on appelle encore, virtuelle, des visioconférences, il faut qu'il y ait un contrôle parlementaire. Pourquoi? Parce que, qui dit guerre, dit propagande de guerre. Ce qui veut dire qu'il y a des risques d'arrangement avec la vérité. La sortie du professeur Seydi et les réponses données, parce qu'il y a des gens qui se disent c'est des docteurs, c'est vrai c'est des docteurs, mais ils sont dans des cabinets ministériels d'une certaine manière. Et quand ils parlent, on ne sait pas si c'est le docteur ou le directeur de cabinet qui parle. Osons le dire d'une certaine manière. Donc, il appartient à la représentation nationale de s'en saisir, de faire le bilan d'étape de la stratégie anti-Covid, d'essayer de voir où nous en sommes et de demander à ce que le gouvernement produise les justifications scientifiques. Sur la base de cela, on saura effectivement est-ce qu'on est sur la bonne voie. Parce que, pour ne rien vous cacher, aujourd'hui, vous m'avez posé la question comment j'apprécie. Je vous dis mon appréciation est mitigée. Je pointe les manquements, mais du point de vue sanitaire, on n'a pas les éléments. Le comité a donné au président, il nous relève la position. Il n'y a pas une contre-expertise qui s'exprime. Parce que même les autres médecins qui parlent, ils ne sont pas dans le comité d'une certaine manière. Et c'est pour ça que le Parlement doit encore une fois s'imposer. Là où je vais finir maintenant, c'est les restrictions de liberté. Surtout pour les personnes confinées, les personnes en isolation et les personnes effectivement hospitalisées. Il y a un certain nombre de droits qui sont en cause. Le premier des droits, c'est le droit d'aller et de venir qui est en cause. Mais il y a des implications économiques. Quelqu'un qui était opérateur économique ou père de famille ou qui exploitait une activité, vous recevez un coup de fil. Ça peut tous nous arriver. Nous tous demain, on peut nous rappeler à la sortie ici pour nous dire vous étiez à RFM, revenez. Donc il faut qu'on respecte les principes élémentaires, les principes de Syracuse. Il le connaît très bien, adopté par le Conseil économique et social en 1984, et qui pose qu'en toutes circonstances, pour les crises sanitaires, il faut respecter la dignité humaine. Ce qui veut dire qu'il faut traiter les gens avec dignité, il faut leur mettre dans le minimum de conditions, et il faut essayer, tant soit peu, ou essayer en tout cas autant que possible, de compenser les pertes de revenus. Parce qu'un père de famille, vous le confinez pour 14 jours, si vous ne lui dites pas que quand même quelqu'un va substituer donc pour faire face, il préférera disparaître et ne pas répondre au téléphone, quitte à propager. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un élément central, c'est la confiance. C'est très important. Moi, je ne crois pas aux vertus de la répression. Comme je disais, au Sénégal, quand vous leur dites que c'est la guerre ne parle pas aux Sénégalais. Les Français, quand vous parlez de la guerre, il y en a qui ont vécu la guerre, c'est dans l'histoire. Par contre, si on avait dit aux Sénégalais,
peut-être ils vont rester parce que ça va leur parler d'une certaine manière. Donc il faut laisser le mimétisme. Et il faut être dans la pédagogie, dans l'enseignement, dans l'explication. L'autre faiblesse de la stratégie Covid ici, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'informations. On n'est pas dans la pédagogie et surtout, on n'explique pas aux gens pourquoi ils doivent accepter certaines restrictions. Il y a la télé qui parle, mais la plupart du temps, les mesures ne sont pas expliquées d'une certaine manière. Par exemple, le préfet, vous l'avez dit, de Dakar, a décidé effectivement de faire une alternance au niveau des marchés, mais il faut expliquer à la population la justification scientifique et qu'est-ce qui est recherché, parce que l'homme, quand même, c'est quelqu'un de sensé. Et il faut lui expliquer concrètement, sinon il va dire que le gouvernement prend des mesures d'une certaine manière. Et ça crée une idée de défiance. Et c'est ça qui est la principale faiblesse aujourd'hui, c'est qu'on est en train de copier, encore une fois, une riposte, mais qui est calquée pour une autre société. Il ne faut pas faire du plaquage sanitaire, ni du plaquage normatif. Il faut prendre en compte la logique locale des Sénégalais. Et c'est pour ça que c'est un révélateur quand même, c'est une opportunité. Non seulement ça a permis de recentrer les priorités, parce qu'aujourd'hui, quand même, ça nous montre que le vrai combat, c'est l'homme qui doit être au début et à la fin. Tous les systèmes capitalistes et tout ça, ils ont vu que ça ne les mènera nulle part. Aujourd'hui, le Covid-19, on est tous égaux devant la mort. Vous l'avez dit, ils avaient négligé, nos dirigeants, je parle, qui ont laissé pendant des années, des décennies, s'exprimer une gouvernance inefficace, négliger la santé. Si vous parlez de la santé, on vous dit que c'est un investissement non productif. Et ils y croyaient. Alors que le premier des droits de l'homme, c'est le droit à la vie. Personne ne doit mourir parce qu'il n'a pas d'argent. C'est scandaleux dans ce pays et pourtant ça arrive. Aujourd'hui, il y a des gens, ils défient le Covid-19 parce que de toutes les façons, ils savent que n'importe quelle autre maladie peut les emporter. Et bien, donc du coup, il faut quand même qu'on revienne, qu'on bâtisse un nouvel ordre national avant d'aller à un nouvel international et mettre l'homme au cœur de notre action. Et c'est ça le vrai défi. Alioune, la maladie a changé un peu nos rapports aux morts. Les rites funéraires sont presque supprimés, surtout pour ceux qui décèdent du Covid-19 à l'étranger. Pour les Sénégalais de l'extérieur, il leur est interdit de rapatrier les corps. Est-ce que la maladie peut justifier une telle mesure? Bon, ça n'a pas seulement créé la question de la déritualisation des funérailles. C'est même par rapport aux religieux. Les mosquées qui ferment. Les mosquées sont fermées, les églises. Les synagogues. En réalité, c'est quelque chose qui a déconstruit les rapports humains, les relations humaines de façon globale. Et y compris même la déconstruction du sens. Notre relation au monde, notre relation à l'autre. Parce que la distanciation, c'est carrément une négation de relation à l'autre. Nous, ce qu'on connaît, c'est effectivement être ensemble, se toucher et tout. Maintenant, vous posez une question qui me semble assez grave. Parce que moi, j'ai réfléchi là-dessus et j'ai eu beaucoup de positions. Les gens m'ont interpellé depuis l'étranger. Moi, je pense que le gouvernement et le conseil scientifique devraient se pencher sérieusement sur cette question qui est extrêmement traumatisante. Absolument. Vraiment qui crée énormément de tourments, franchement, à nos compatriotes de la diaspora. Oui, parce que la question de la mort, la question des funérailles et la question du deuil, c'est ça le problème. C'est important. Parce qu'en fait, quand quelqu'un disparaît, pratiquement vous portez le deuil à vie. Mais quand vous le préparez, vous êtes ensemble, vous faites les funérailles, et puis en fait, vous le laissez et vous partez, à partir de ce moment-là, vous avez l'esprit tranquille. Un peu soulagé. Très soulagé. Ouais. Et quand on a demandé à des experts, qui sont des médecins, qui sont à l'étranger, tous, y compris les Français, il y a des précautions quand effectivement elles sont prises sur le plan hygiénique de fermer carrément effectivement comment dire, les cercueils. Mais il n'y a pas de problème. Donc moi je pense, j'ai déjà interpellé le ministre des Affaires étrangères. Heureusement quand même, il a bien répondu, c'était à Twitter pour me dire, écoutez, nous attendons l'avis du conseil scientifique. Moi je dis, le conseil scientifique doit examiner cette question sur le plan humain. Sur le plan humain, il me semble qu'aujourd'hui, le moment est venu et vraiment nous invitons le président de la République vraiment à examiner avec beaucoup d'humanité et beaucoup de compassion
Cette question, franchement, qui crée un véritable tourment. Les gens m'ont appelé, ils m'ont parlé. Je me suis dit, il est temps aujourd'hui que cette question-là, vraiment qu'on l'examine avec beaucoup de compassion et beaucoup d'humanité pour faire en sorte que les gens puissent prendre les corps et puis effectivement qu'ils les enterrent tranquillement chez eux. Et comme ça, leur propre société et leur propre famille vont être tranquilles. Je pense qu'il n'y a pas le feu par rapport à Covid-19 là-dessus. Et les scientifiques l'ont dit. L'ont dit, oui. Un mot là-dessus, parce que quand même, je suis avant tout un membre aussi de la diaspora. Ça fait 20 ans que je vis en France. À la suite de Alun, effectivement, je vais appuyer ce qu'il a dit. Aujourd'hui, il y a un trauma au niveau de la diaspora sénégalaise. Ils sont tous tourmentés parce qu'on sait que chacun de nous peut être emporté du jour au lendemain par le Covid-19. Ce qui veut dire que ça met en cause même leur droit à la sûreté d'une certaine manière. Parce que les gens, ils sont tourmentés. J'ai été aussi en contact avec des familles qui sont aujourd'hui dans la détresse la plus totale. Parce que le souhait de tous ces Sénégalais, c'est un jour, s'ils devaient croiser la mort, c'est au moins que leur corps, la plupart du temps, soit rapatrié. Aujourd'hui, on ne nous donne pas la justification. Quand je disais que cette mesure, cette interdiction, elle est illégale. Elle est complètement illégale. Et je pèse bien mes mots. Pourquoi ? Parce que l'état d'exception, comme j'ai dit, des traités internationaux l'ont prévu. Mais ils ont dit que chaque décision doit être examinée sur la base de 2 critères. Premier critère, il faut regarder est-ce qu'il n'y a pas une mesure moins restrictive qu'on ne peut pas prendre à lieu et place. Ça existe, comme il l'a dit. Les dépouilles continuent à être rapatriées. Je parle à la radio, le consul de Paris m'entend. Des Gambiens ont fait transiter au Sénégal, et je le remercie pour son implication. Il a fallu juste demander un certificat attestant que la personne n'est pas décédée du Covid. Ce qui veut dire que, mais le Covid n'est pas la seule maladie. Ce n'est pas la seule maladie qui existe. Les gens, ils décèdent d'autres choses. Même le virus du sida, les experts ont démontré que le virus, il ne peut que se développer sur un corps vivant. Et au bout de 6 heures, il disparaît. Le Covid, on ne sait pas encore. Mais aujourd'hui, c'est une rupture d'égalité de traitement de vouloir accepter qu'on aille et donc enterrer là où l'on veut les Sénégalais qui sont décédés sur le territoire sénégalais. Et refuser ce même traitement à d'autres. Si c'était les compagnies aériennes, j'aurais compris. Mais les compagnies aériennes n'ont pas de problème. Même l'OMS ne s'oppose pas à cela. Donc, et l'OMS est une référence. Absolument. Donc, qualifions la situation. C'est une situation arbitraire, attentatoire aux libertés. Vous l'avez dit, il y a des libertés qui sont restreintes. La liberté de culte, on a fermé les mosquées, les églises et tout ça. Mais ça, la liberté de conscience, c'est-à-dire d'avoir des croyances, celle-là, elle ne peut pas faire l'objet de restrictions. Parce que on a tendance, c'est un abus de langage de dire d'ailleurs que les libertés ont été restreintes. C'est une dérogation. Les traités l'ont prévu. Et ça ne doit pas donner lieu à des abus. C'est-à-dire chaque fois qu'on prenne une interdiction, la menace, le traité le dit, la menace ne doit pas être potentielle. Elle doit être avérée. C'est-à-dire s'appuyer encore sur une justification, soit scientifique et technique. Et là, aujourd'hui, c'est une prudence. Ils disent, oui, on ne veut pas. Pourquoi ? On ne sait pas. On va demander l'avis. Et ça, il faut que ça cesse, comme je disais, parce qu'il y a plus d'une 60aine de Sénégalais qui sont décédés. Et il faut effectivement que les gens puissent être rapatriés, qu'on puisse, dans les rites funéraires de nos croyances, et que les familles puissent faire le deuil et passer à autre chose. Alun, le président de la République, lors du dernier Conseil des ministres, a demandé la mise en œuvre d'une communication de proximité adaptée. 2 mois après, il demande la mise en œuvre d'une communication. Qu'est-ce que vous comprenez dans ça ? Moi, je me dis, depuis les débuts, les premiers tweets que j'ai faits, c'était à propos de la communication. C'est que nous avons hérité d'un État napoléonien hyper centralisé. Et l'administration, dans sa tête, dès qu'elle parle, tout le monde comprend. Alors que même les Toubabs utilisaient les griots avec les tam-tams pour diffuser l'information. Je pense que c'est tard. Mieux vaut tard que jamais. Et nous l'avons dit à plusieurs reprises. C'est vrai que c'est très bien d'avoir vraiment, comme on dit, une stratégie de com globale. Mais maintenant,
Il faut le global et il faut le local. Mais cette diffraction, ça porte autant sur les supports de communication. Qu'est-ce qu'on écoute dans les villages? C'est les radios. Mais il faut utiliser la radio. Même les tam-tams, s'il faut les utiliser parce que les gens se font entendre. Quels sont les gens qu'on entend dans les villages quand ils parlent aux gens ou dans les quartiers ou dans les trucs? C'est les imams. C'est les gens de l'église, les évêques. On les écoute. C'est les chefs de quartier. C'est les élus. C'est aussi dans les ASC, certains leaders d'ASC, d'organisation. Je pense que ces gens-là peuvent être utilisés comme support pour faire comprendre les choses. Ce qui fait qu'on a une espèce de communication contenu et la globale. charge également du message. Mais le contenu, c'est extrêmement important. Et là, il faut le travailler. C'est-à-dire que si l'État n'a pas une stratégie très claire, surtout, vous savez, le déconfinement, c'est une véritable construction. Le confinement, on le fait pourquoi? Il faut que les gens comprennent pourquoi ils se confinent. Parce que nous, on circule avec la maladie. Donc, en confinant, on stoppe la circulation de la maladie. Maintenant, comment nous pouvons circuler et stopper la circulation de la maladie? Il me semble que c'est ça la question de fond. Et c'est là où viennent les gestes barrières. Et moi, je suis d'accord avec lui. Depuis le début, je lui ai dit, il faut être pédagogue. Il faut de la sensibilisation le plus possible. C'est vrai qu'on ne peut pas avoir des résultats à 100% parce qu'il y a des gens qui fonctionnent sur la base de la transgression. Avant qu'ils soient à l'aise, il faut qu'on mette des barrières, il faut mettre des interdits. C'est ce qu'on est en train de voir. Avec ces gens-là, je pense qu'il faut être un peu répressif. Mais, je dis un peu, mais avec la sensibilisation, mais vraiment, et avec les personnalités ou les acteurs sur le terrain, les leaderships sur le terrain, sur place. Bon, nous avons beaucoup de leaders. Les balagaïs là, on ne les utilise pas, mais en parlant dans leur langue, ça peut marcher. Exactement. Les lutteurs sur le terrain, les sportifs sur le terrain. Il y a pas mal de gens, quand ils parlent, on les entend. Et peut-être que ça peut avoir un effet. Parce que franchement, aujourd'hui, quand on dit que c'est à Sédhiou, il faut voir comment on doit parler aux gens de Sédhiou. Quand on dit que c'est à Kédougou, c'est à Louga. Et même à Sédhiou, le cas dont on dit qu'il a contaminé 25 personnes, vous voyez ce que ça fait pour cette personne-là? Mais exactement, mais bien sûr. On l'a stigmatisé. Mais voilà, la stigmatisation aussi, c'est un problème. C'est ça que le soin, c'est ça. Ça veut dire qu'il faut que chacun prenne soin de l'autre. C'est ça l'éthique du soin, c'est ça la philosophie du soin. Et il me semble que c'est ça aussi. Il faut peut-être propager ça un tout petit peu pour que les gens comprennent que nous sommes responsables de la santé de l'autre. Nous sommes responsables de la santé du pays. Et la question de responsabilité, il faut effectivement poser ça dans des contextes comme ceux dans lesquels nous sommes. Parce que dans les pays où les gens s'appuient sur la responsabilité individuelle des gens, mais ce n'est pas l'État qui intervient. En Suède, c'est ça. Donc, si tu as un État, si tu as un peuple bien éduqué et un peuple responsable, en réalité, ils doivent pouvoir prendre en charge eux-mêmes et de façon autonome leur propre sécurité sanitaire. Mais nous, on n'en est pas encore là. Donc, il faut qu'on essaye de faire les deux et d'appeler les gens à la responsabilité, à la discipline, etc. Maintenant, je reviens sur quelque chose qui est très important aussi. J'ai lu, le préfet, il a rencontré effectivement les commerçants. Beaucoup d'acteurs. En amont. En amont. En amont, oui. Mais le marché, il n'y a pas que les commerçants. Il y a les consommateurs, ceux qui viennent, qui achètent. Comment on peut à la fois voir quels sont les acteurs qui sont concernés par le marché, les identifier, et que le préfet soit avec eux et que chacun prenne la parole pour parler? Tout le monde va comprendre. Mais si on ne le fait pas, il n'y a que le préfet qui parle. J'ai interdit. Ça veut dire que vous n'arrivez que pour dire, bon voilà, c'est interdit, telle mesure, telle mesure, telle mesure. Mais l'explication de la mesure et le fait effectivement que les gens s'approprient cette mesure, c'est beaucoup plus important effectivement que de sortir des oukases. Il me semble que aussi dans le domaine de la communication, il faut être extrêmement pédagogique et faire confiance et également rendre responsable le citoyen. Parce que le citoyen, si on l'infantilise tout le temps, en réalité, le fait de dire, écoutez, nous avons fermé l'Assemblée nationale, ça veut dire qu'on infantilise tout le monde. Et le fait effectivement que l'Assemblée nationale se dise, écoutez, moi, je n'ai pas de responsabilité dans cette affaire, je me couche, mais ça pose des problèmes. Nous invitons vraiment, les partis politiques aussi, nous invitons les gens à créer un débat global, mais tolérant, où on s'écoute, où on s'entend, où on réinvente le Sénégal de demain. Mais c'est ça également l'enjeu aujourd'hui.
Très bien. Maître, le président de la République, vous l'avez rappelé, a été habilité à travers cette loi votée à l'Assemblée nationale, mais certains estiment aujourd'hui que c'est comme une sorte de licence pour certains membres du gouvernement de fouler aux pieds les règles de transparence, de bonne gouvernance. Écoutez, comme je disais, l'état d'exception ne veut pas dire un état de non-droit. C'est très important, la nuance elle est importante. Aujourd'hui, on déroge, on ne restreint même pas, on déroge en fait aux libertés d'une certaine manière. Et il y a 4 menaces qui pèsent en période d'exception, sur la démocratie d'abord. La première menace, c'est la tentation des pouvoirs autoritaires de promouvoir une législation répressive. C'est la tentative des pouvoirs autoritaires ou des pouvoirs tout court de revoir l'agenda électoral du pays. C'est la tentative aussi pour ces États de se libérer, de se délier des règles de transparence et de bonne gouvernance au nom de l'urgence. On l'a vu avec toute la polémique qu'il y a eu pour l'attribution des marchés du riz et des vivres. Il n'y a plus le Parlement, ou il n'y avait plus le Parlement, qui s'est autoconfiné sans que personne ne lui demande. Le fait de l'habilité, il l'autorise à prendre juste des mesures qui sont nécessaires sur un domaine que la loi réservait au Parlement. Mais le Parlement reste saisi de l'entièreté du reste. Demain, si on avait besoin d'une loi organique, on ne peut pas le faire par loi d'habilitation. Ça veut dire que le Parlement reste saisi et doit continuer à fonctionner normalement. Sinon, on va vers l'effondrement institutionnel du pays. Comme aussi l'économie doit continuer à fonctionner. Sinon, notre économie va s'effondrer, c'est moi qui vous le dis. On ne se relèvera pas de l'après-Covid d'une certaine manière. Donc tout ça, ça nous interpelle. C'est que le président de la République, il doit faire lui-même la pédagogie et intégrer, comme je disais, des experts en droits de l'homme. Toutes les stigmatisations qu'on a vues, toutes les discriminations qu'on a vues, les désignations communautaires, la divulgation du secret médical d'une certaine manière, non-respect donc du droit des patients à la confidentialité, tout ça, ça ne fait qu'affaiblir. C'est pour vous dire qu'il faut une approche droit de l'homme dans la lutte anti-Covid. Exactement. C'est la même chose avec la lutte contre le terrorisme. On était aveuglés par la menace sécuritaire, c'est comme ça que Guantanamo est né. Il ne peut pas y avoir de réussite pour une stratégie anti-Covid si on ne respecte pas la légalité, si on ne respecte pas les droits de l'homme, si on ne respecte pas le droit tout court. Et donc, pour répondre de manière précise à votre question, ce n'est pas un blanc-seing, donc ce n'est pas un chèque en blanc que le Parlement a donné. On a juste autorisé, habilité l'exécutif sur un domaine précis. Il va légiférer sur ces domaines. Leur durée de validité, c'est 3 mois. À l'expiration de ces 3 mois, soit le Parlement va se réunir pour les avaliser, c'est-à-dire les valider, faire la validation législative, ou sinon ils deviennent caducs, ils donnent de même. Pourquoi je le dis? Parce qu'on a restreint la liberté d'exploitation, la liberté d'entreprise. Les gens, ils ont leur commerce, on leur dit, vous n'avez plus le droit d'ouvrir. Et ils s'arrêtent. Alors que c'est une liberté fondamentale en démocratie. Il faut leur expliquer pourquoi. Il faut leur donner des explications. La liberté d'entreprendre, mais la liberté d'exploitation. On vous dit, vous n'avez plus le droit de licencier un salarié. Sauf pour faute grave. C'est illégal. Sous le même angle, on voit quand même le soleil qui licencie un travailleur, c'est-à-dire un organe de l'État. Donc il y a un problème. Ce qui veut dire que tout ça, ça doit être harmonisé. Encore une fois, il faut muscler le Conseil national par des juristes, par des experts en droit de l'homme. Et des gens comme Aline, s'ils ont été experts de l'ONU un peu partout en Afrique, quand le Sénégal quand même vit une crise sanitaire de la sorte, vous le recevez au palais et après vous le laissez partir, c'est tout le problème qu'on a avec notre capital humain. On ne sait pas s'en servir. En lieu et place à l'une d'un comité de pilotage, on a un comité de suivi. Est-ce que vous pensez qu'avec ce comité-là, les choses se feront de manière transparente? J'ai tellement parlé de ça. Ce qu'on appelle la primauté du droit, ce qu'on appelle l'état de droit, ne doit jamais être confiné. Quelle que soit la situation d'exception, il nous faut avoir à l'esprit vraiment la permanence
de l'état du droit. C'est extrêmement important. Approche droits de l'homme. Dans tout, si vous ne faites pas une approche des droits de l'homme, vous êtes totalement à côté. Or, aujourd'hui, pratiquement les droits de l'homme ont été confinés depuis très longtemps en Afrique de l'Ouest. Nous sommes en train de faire une étude, c'est terminé, hein, c'est sous presse, pour toute l'Afrique de l'Ouest, sur la crise de l'état de droit, la crise de la démocratie, la crise de la gouvernance, c'est ça. En réalité, qui menace même l'existence de l'État post-colonial. On assiste aujourd'hui en direct à la décomposition de nos États au niveau du Sahel et ailleurs, parce qu'il n'y a pas de permanence. Et c'est bizarre, l'Union africaine, la CEDEAO, ils ont les outils pour démocratiser leurs États. Ils ont des mécanismes qui sont là pour réguler. Mais regardez la Cour africaine des droits de l'homme. Comment on le traite? On s'est retiré d'ailleurs le Bénin. Le premier et qui s'est la Côte d'Ivoire a suivi. C'est-à-dire que nous, on aime beaucoup Kagame. Tout le monde l'aime, c'est très bien. Mais le fait qu'il se retire, étant perçu comme quelqu'un, comme un leader, un grand leader africain dans le monde, s'il se retire de la Cour africaine des droits de l'homme, quand Ouattara se retire, il dit, mais écoute, je fais comme Kagame. Et quand le Bénin, qui a un juge, qui a parmi les meilleurs juristes pratiquement de l'Afrique, se retire. Est-ce qu'on peut mesurer l'état de la régression qui arrive aujourd'hui en Afrique de l'Ouest? L'Afrique de l'Ouest a une constitution, c'est important. Donc, moi, nous on va sortir ça, on va créer le débat sur ça, et ça va être presque... On n'a même pas besoin de nouvel ordre à proprement parler. Si on applique ce que les chefs d'État, de façon souveraine, franchement, ont adopté, créé, et qu'ils sont en train de saboter aujourd'hui, déjà, sincèrement, ça va nous avancer. Merci Alioune Tine, fondateur du think tank Africa Jom Center, et Maître Abdoulaye Tine,